Depuis toujours, l'inconnu a toujours fasciné l'humanité, attirant des âmes courageuses vers des terres inexplorées. Malheureusement pour certains aventuriers, missionnaires et explorateurs, la curiosité ou la quête de l'inconnu les a menés à des rencontres infortunées. Aujourd'hui, nous allons visiter les histoires dramatiques de John Allen Chau, Michael Rockefeller et d'autres histoires de courage et d'incompréhension de certaines personnes aventureuses qui se sont approchées, si je peux le dire, en terre inconnue et que l'accueil était loin d'être pacifique. Laisse-moi vous présenter la récente histoire de John Allen Chau et des Sentinelles. Mi-novembre 2018. La mort violente d'un missionnaire américain sur une île isolée de l'océan Indien a soulevé des questions comportementales des tribus isolées. Originaire de Vancouver, dans l'État de Washington, 26 ans, se décrivait comme un aventurier. Il souhaitait convertir au christianisme une tribu recluse lorsqu'il a pénétré illégalement sur l'île de North Sentinel. Personne ne sait précisément depuis quand, les Sentinelles, la dernière tribu démographiquement intacte et en grande majorité non contactée des Andaman, vivent sur l'île. Toutefois, d'après certaines études, la tribu aurait quitté l'Afrique il y a des dizaines de milliers d'années. Comme d'autres tribus isolées et non contactées du monde, notamment celles de la forêt amazonienne, les sentinelles sont très susceptibles de développer des maladies contagieuses transmises par les étrangers et contre lesquelles leur système immunitaire ne peut se défendre, ou alors très peu. Habiles archers, ils ont gagné la redoutable réputation d'être de farouches défenseurs de leur territoire. Les membres de la tribu, qui seraient une centaine tout au plus, sont les seuls habitants de cette île fortement boisée. Des tentatives pour entrer en contact avec eux ont déjà été réalisées, mais elles ont été accueillies par des pluies de flèches et de lances. En 2006, 2 pêcheurs ont été tués par la tribu après que leur bateau a dérivé vers la côte alors qu'ils dormaient, ce qui renforça la redoutable réputation de la tribu. Les efforts, menés pour retrouver leur corps, ont été abandonnés après que des archers ont lancé des projectiles en direction d'un hélicoptère qui tentait de se poser. Revenons à l'histoire John Allen Chau. Alors qu'il approchait l'île pour la première fois dans sa quête d'évangéliser la tribu, une flèche transperça l'exemplaire de la Bible protégé de l'eau que John brandissait. Voyant que 2 autres hommes de la tribu se préparaient à lancer des flèches, John a battu en retraite à la hâte à bord de son kayak. Il rama jusqu'au pêcheur qu'il avait payé un peu plus de 300 € pour l'amener à cet endroit et attendre son retour. Après cette mésaventure, John se demandait si l'île pouvait être le dernier bastion de Satan. Il faisait également part de sa frustration de ne pas avoir été accueilli à bras ouverts. Pourquoi sont-ils si hostiles et sur la défensive ? S'interrogeait-il. Mettant sa peur de côté, il décida d'y retourner le soir même. Cette fois, il ordonna au pêcheur de ne pas l'attendre et de donner son journal à un ami de Port Blair, la capitale administrative des îles Andaman. Le 17 novembre 2018, les pêcheurs ont longé la côte. Interrogés plus tard par la police, ils confieront que depuis leur bateau, ils avaient vu des sentinelles traîner un corps et l'enterrer sur la plage. D'après les vêtements et la silhouette du corps, ils en ont déduit qu'il s'agissait de John Allen Chau. Coupés du monde par choix, les sentinelles n'ont pas, selon les spécialistes, un système immunitaire adapté aux maladies et aux virus potentiellement portés par les intrus. Cette mort met malgré tout les autorités indiennes dans l'embarras. Celle-ci se trouve face à une situation assez inédite. Comment récupérer le corps de cet aventurier sans provoquer un choc des civilisations ? Car si des étrangers se rendent sur l'île pour ramener la dépouille, ils rompraient l'isolement volontaire de cette communauté. Rockefeller et les Asmates. Cette fois-ci, c'est l'histoire de Michael Rockefeller, membre de la célèbre famille Rockefeller, disparu mystérieusement en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1960 et lors d'une expédition anthropologique. Il était le fils de Nelson Rockefeller, gouverneur de New York et vice-président des États-Unis, et l'héritier de l'une des familles les plus riches et influentes d'Amérique. Passionné d'art et d'anthropologie, Michael montra très tôt un intérêt pour les cultures indigènes et les sociétés non occidentalisées. Après avoir obtenu son diplôme de Harvard en 1960, il entreprit un voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour étudier et documenter les cultures tribales de la région, en particulier celle des Asmates, une tribu connue pour ses sculptures en bois complexe et ses rituels anciens. En 1961, Michael Rockefeller rejoignit une expédition menée par le musée Peabody de Harvard pour collecter des artefacts et des œuvres d'art indigènes en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
À cette époque, les autorités néerlandaises étaient présentes dans la région depuis environ 10 ans, mais très peu d'Asmat avaient déjà vu un homme blanc. Ce peuple avait peu de contact avec le monde extérieur et croyait que les terres au-delà de la Nouvelle-Guinée étaient habitées par des esprits. Ainsi, lorsque Michael Rockefeller et son équipe sont arrivés au village d'Odjanep, ils ont été perçus comme des êtres surnaturels, mais pas vraiment bienvenus. Bien que les Asmat aient accepté d'être photographiés, ils ont refusé de vendre à Rockefeller leurs objets culturels, car ceux-ci étaient liés à des rites religieux. Durant cette expédition, Michael Rockefeller en apprit tout de même plus sur les us et coutumes des Asmat. Les guerres entre villages étaient monnaie courante à cette époque, et certains guerriers Asmat avaient l'habitude de manger et décapiter leurs ennemis. Mais ils se livraient aussi à des rituels religieux qui pouvaient durer des mois, mélangeant transe, relations sexuelles, etc. À la fin de cette première expédition, Michael Rockefeller n'a plus qu'une idée en tête: retourner chez les et créer une collection d'art pour le musée de son père. En 1961, le jeune Rockefeller retourna en Nouvelle-Guinée néerlandaise accompagné de l'anthropologue néerlandais René Wassing. Alors qu'ils voyageaient en pirogue avec le néerlandais René Wassing sur la rivière Betche, leur embarcation fut renversée par des vagues à environ 19 km de la côte. Alors que la pirogue commençait à dériver, Michael, inquiet que l'aide n'arrive pas à temps, décida de tenter de nager jusqu'à la côte. Ses dernières paroles à Wassing furent « Je pense que je peux le faire ». Ce fut la dernière fois que Michael Rockefeller fut vu vivant. Malgré des recherches intensives avec des avions, des bateaux et tous les moyens possibles, au bout de 9 jours, il n'y avait plus d'espoir de retrouver Michael Rockefeller vivant. 2 semaines plus tard, les recherches furent abandonnées. Aucun corps ne fut retrouvé et en 1964, la cause officielle de sa mort fut déclarée comme étant une noyade. Cette disparition fit grand bruit et chacun y alla de sa théorie. Certains disaient que Michael avait été dévoré par un requin, d'autres qu'il vivait caché dans la jungle de Nouvelle-Guinée. Mais en réalité, personne ne connaissait la vérité. 50 ans après la disparition de Rockefeller, la vérité fut enfin découverte. En effet, Carl Hoffman, journaliste pour National Geographic, révéla que Michael Rockefeller avait été dévoré par des Asmat. Dans Savage Harvest, A Tale of Cannibals, Colonialism and Michael Rockefeller's Tragic Quest for Primitive Art, publié en 2014, il explique tout le processus de son enquête. Il partit donc en Nouvelle-Guinée collecter de nombreux documents, multiplia les rencontres avec des témoins, etc. Puis, il découvrit que toute cette histoire était en réalité des représailles. Effectivement, cet événement s'inscrit dans un engrenage complexe de violence. Hernán González et la tribu Mashco-Piro. Missionnaire et anthropologue argentin, Ariel Hernán González a tragiquement perdu la vie en 2011 lors d'une rencontre avec une tribu indigène isolée de la forêt amazonienne péruvienne. Les Mashco-Piro font partie des peuples indigènes en isolement volontaire, souvent appelés non contactés. Ces groupes ont choisi de vivre à l'écart de la société moderne pour diverses raisons, notamment pour échapper à la violence, aux maladies et à l'exploitation des ressources naturelles par les colonisateurs et les industries extractives. Le gouvernement péruvien, conscient de la vulnérabilité de ces tribus aux maladies et à la destruction de leur mode de vie, a adopté une politique de non-contact stricte pour protéger leur territoire et leur culture. En novembre 2011, Ariel Hernán González s'aventura dans une région reculée de la forêt amazonienne péruvienne, près de la rivière Madre de Dios, dans le but d'établir un contact avec les Mashco-Piro. González était animé par un désir sincère de mieux comprendre la culture de cette tribu et de leur offrir un soutien spirituel et matériel. Contrairement aux attentes de González, les Mashco-Piro réagirent avec hostilité à sa présence. Ils étaient profondément méfiants envers les étrangers, en grande partie en raison de leur histoire de persécution et de violences subies aux mains d'étrangers. Cette méfiance se manifesta tragiquement lorsque González fut attaqué et tué par des membres de la tribu. Les Mashco-Piro, armés de flèches et de lances, mirent fin à sa vie en une attaque brutale. La tribu Paiter Surui. Les Paiter Surui sont une tribu isolée originaire de Rondônia, au Brésil. Leur territoire est en Amazonie et ils ont une riche culture traditionnelle caractérisée par des rituels, des cérémonies et des pratiques artisanales uniques. Les Paiter Surui
un groupe indigène doté d'un fort sens du devoir et de la peur ont été confrontés à une situation dangereuse et controversée dans la forêt amazonienne brésilienne en 2011, ce qui a donné lieu à d'importantes controverses. Rondnia était depuis longtemps sous pression en raison de l'exploitation forestière illégale. Les terres de Paiter-Suru, riches en ressources précieuses, sont devenues un pôle d'attraction pour les bûcherons illégaux, mettant en danger non seulement leurs habitats naturels, mais aussi leur mode de vie coutumier. Un groupe de bûcherons illégaux, armés de tronçonneuses et d'équipements lourds, s'est introduit à Paiter-Suru en décembre 2011. Ils ont clairement constitué une impulsion et un défi pour les autorités et la population locale. Le 10 décembre 2011, les tensions culminèrent lorsque les Paiter-Surui décidèrent de prendre des mesures radicales pour stopper l'exploitation illégale. Ils avaient surveillé les bûcherons illégaux pendant plusieurs jours. Le 10 décembre 2011, les Paiter-Suru entourèrent le camp des bûcherons dans une opération bien coordonnée. L'équipe de bûcherons, surprise et paniquée, fut rapidement maîtrisée. Les Paiter-Suru utilisèrent des techniques traditionnelles de capture, évitant de faire des blessures graves tout en assurant la détention des intrus. Les principaux objectifs des Paiter-Suru étaient de garantir la fin de l'exploitation illégale sur leur territoire et de mettre en place des mesures de protection renforcées. Ils demandèrent également des compensations et un soutien accru pour la surveillance de leur territoire. Après plusieurs jours de négociations tendues, un accord fut atteint. Les bûcherons furent libérés en échange de l'engagement formel des autorités de respecter les conditions posées par la tribu. Une tribu qui kidnappe pour se faire respecter, pensez-vous que c'est la plus dangereuse? Attendez de découvrir celle-ci. Poltash et les Agoris. Groupe d'ascètes de la tradition hindoue, les Agoris, souvent connus pour leurs pratiques spirituelles extrêmes et leurs rituels peu communs. Leur renommée repose surtout sur leur dévotion au dieu Shiva, notamment sous la forme de Bhairava, et leur adoption d'une attitude de détachement envers le monde matériel. Les Agoris vivent fréquemment en marge des normes sociales classiques et peuvent être aperçus dans des sites sacrés tels que les crématoriums, où ils accomplissent des cérémonies considérées comme impures ou tabous par la communauté hindoue orthodoxe. Ils cherchent à dépasser les notions de pureté et d'impureté dans le but d'atteindre l'éveil spirituel. Il est même dit qu'ils sont cannibales, qu'ils engagent des rituels ou des pratiques liées à la sexualité qui vont à l'encontre des conventions sociales, et enfin ils sont coupés du monde. En particulier, ils rejettent les étrangers et plus s'il le faut. En 2004, un incident violent s'est produit entre les Agoris et un étranger, Paul R. Tash, qui était en Inde pour documenter les pratiques religieuses extrêmes dans le cadre d'un projet de film. Dès leur arrivée au crématoire pour filmer les rituels Agoris, Tash et son équipe furent immédiatement confrontés à des obstacles. Les Agoris, méfiants envers les étrangers et protecteurs de leurs rituels sacrés contre toute profanation, ont considéré la présence de l'équipe de tournage comme une violation et une exploitation due de leurs pratiques religieuses. L'équipe avait prévu de filmer les rites avec leurs caméras et leur équipement pour en faire un documentaire, mais cette idée n'a pas été bien accueillie. Quand les Agoris se retrouvent face à Tash et à ses collaborateurs, la situation est devenue plus critique. Selon eux, les étrangers ignoraient totalement et ne montreraient aucun respect envers le caractère sacré de leurs pratiques. L'escalade des tensions a mené à une confrontation physique. Les gens de la tribu se sont attaqués à l'équipe de tournage, affirmant que leur espace sacré avait été violé et que leurs traditions n'avaient pas été respectées. Les membres de l'équipe ont subi des blessures, les obligeant à quitter le site en toute haine. Qu'avez-vous pensé de notre sélection, laquelle ces personnes semblent ne pas réellement avoir le droit de se rapprocher d'une tribu? Comme vous l'aurez compris, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner pour rester à jour avec toutes nos nouveautés. On se retrouve bientôt sur Cultination.